Ok, le clap est bon, on y va. Ok, je me présente, Laurent Durcel, ici en qualité de secrétaire du syndicat des immenses. Qu'est-ce que c'est les immenses? C'est l'acronyme, accrochez-vous, de individu, IMM, etc. Individu dans une mer matérielle énorme, mais non sans exigence. C'est le nouveau nom, ni réducteur, ni stigmatisant, et plutôt positif, parce que immense, c'est un chouette mot, pour les personnes en mal logement ou en non-logement, et donc de grâce, arrêtez d'utiliser ces termes extrêmement violents, SDF, sans-abri, sans-papier, précaire, habitant de la rue, tout ça c'est très dénigrant et réducteur. Un message parallèle est comment appelle-t-on au syndicat des immenses, qui existe pour la petite histoire depuis 2 ans et demi, et qui se réunit toutes les semaines et qui fait au moins une action par mois dans l'espace public. Comment est-ce qu'on appelle les personnes non immenses? Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé. Vous êtes, vous qui n'êtes pas immenses, si vous nous écoutez, vous êtes des escapés. Mais de quoi escaper est l'acronyme? On a pris un certain temps pour trouver, et on l'a trouvé. Accrochez-vous. Enclos dans le système, mais capable, aisément et périodiquement, de s'en échapper. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les immenses ne sont pas en marge du système, ils ne sont pas non inclus ou pas assez insérés dans le système. Leur problème politico-essentiel est d'être dans le système jusqu'au cou, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils n'ont jamais, ou très très peu, l'occasion de ce qu'on appelle, oui, maintenant je commence à parler comme les immenses, de soupaper. Soupaper, ça veut dire de décompresser. Et les escapés, ils n'ont que ça. Je ne parle pas que de la fraude fiscale, je parle d'avoir un chez soi, la culture, les vacances, les congés, etc. Tout ça, ce sont des manières, en fait, de fuir les contraintes, la pression, de pouvoir déconnecter. Toute la vie est organisée comme ça, en fait. Et être immense, c'est d'avoir très très peu accès à ça. Et donc, quand les gens disent, mais pourquoi est-ce qu'ils boivent? D'abord, ils ne boivent pas tous du tout, mais pourquoi certains boivent, c'est vrai, et moi je bois aussi beaucoup, donc ça ne prouve rien, mais parce qu'au moins, quand vous avez éclusé votre demi-vodka, ben, pendant 3-4 heures, ben, vous êtes décompressé, vous déconnectez, et c'est biologiquement indispensable. Pour notre participation à cet état généraux du Caire, nous avons enfin, un peu sous pression, puisque Johan Tronto était là, on le cherchait depuis longtemps, et on l'a trouvé, l'équivalent de immense en anglais. Parce qu'il existe depuis longtemps en néerlandais, c'est gigant, geweldig individu, in gigantische armoede, maar niet zonder trots. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le néerlandais, ça veut dire individu super dans une immense pauvreté, mais non sans fierté. Et en anglais, c'est giant. Gifted individual, although needy and troubled. Des gens doués, compétents, bien qu'ils soient needy, nécessiteux, dans le, voilà, et troublés. Et, voilà. Alors, notre présentation est en 5 points. Le premier point, c'est we do or we don't care about them. Parce que le paradoxe très intéressant que nous avons vu du côté des immenses et la pandémie, c'est que d'un côté, on s'est rappelé qu'ils existaient, et tout d'un coup, le 13 mars, tout d'un coup il y a de l'argent, tout d'un coup il y a des hôtels, tout d'un coup il y a des solutions, il y a des gens qui sortent de la rue. Il y a même un immense qui a inventé le mot Saint-Covid, parce qu'en 3 heures de temps, il est passé d'un squat solitaire totalement pourri à une chambre d'hôtel de 80 mètres carrés avec vue plein sud sur les arcades du Cinquantenaire. Donc Saint-Covid existe. Donc ça a permis de sortir des gens de la rue. Et en même temps, on a oublié leur existence. Non seulement dans l'arrêté qui a institué le confinement, il n'y a pas une ligne pour les personnes sans chez soi, c'est-à-dire rentrez chez vous, ben, si tu n'as pas de chez toi, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des associations
Diogène, la Ligue des droits humains et je ne sais plus quel autre, qui ont, sans que ce soit en extrême urgence, parce qu'ils n'ont pas été assez rapides, ont déposé pour cette raison-là plainte, déposé pour une requête en annulation auprès du Conseil d'État. Et bien sûr, ce n'est pas passé. L'important était de signifier qu'il y a un problème. Et figurez-vous que pour le couvre-feu, et là il y avait quand même déjà l'action qui avait été faite par ces associations, le couvre-feu, ils ont fait pareil. Les personnes sont chez soi, on les a oubliées. Pas une ligne. Et là, un avocat magnifique nous a contactés, nous le syndicat des immenses, et a dit, les cocos, moi je suis prêt, parce que là c'est juste pas possible. Simplement, si vous voulez introduire en extrême urgence une requête en annulation juste pour que cet arrêté instituant le couvre-feu soit remplacé en une journée par un autre qui rajoute et pour les personnes sans chez soi, elles ne peuvent pas être verbalisées. C'était ça le but. Il nous a contacté un dimanche. Le lundi, c'est la réunion hebdomadaire et il fallait faire ça en extrême urgence, c'est-à-dire c'est 36 heures, c'est vraiment. Et il faut trouver une personne physique, parce que ce n'est pas une association de fait comme le syndicat, qui peut aller devant le Conseil d'État. Et donc il y a un immense du syndicat, Yves Vosté, pour ne pas le nommer, qui s'est dévoué, qui était à la rue à ce moment-là, et qui donc, à 22 heures, était verbalisable, était dans l'illégalité. On est allé au Conseil d'État en extrême urgence, et la réponse du Conseil d'État, juste dingue, je vous la résume. Comme pris de panique, il y a les gouverneurs wallons et à Bruxelles ont décidé de dire par une petite directive aux flics soyez sympas avec les personnes, sans chez soi. Rien d'équivalent en Flandre. Monsieur Yves Vosté, vous êtes bien francophone? Monsieur Yves Vosté de répondre oui. Ah ben, restez en francophonie, allez en Wallonie et à Bruxelles, n'allez pas en Flandre, il n'y a pas de problème, merci, bonsoir, il n'y a plus rien à voir. Donc c'est juste dingue comme réponse. C'est complètement inconstitutionnel, la liberté de circulation, enfin c'est juste inimaginable. L'avocat a dit on ne va pas en rester là, on va aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, c'est tellement un truc inexpugnable, on a pu déposer la plainte et j'ai oublié les obstacles juridiques qui ont fait que le receveur de la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que voilà, mais l'action a été faite. La deuxième chose, vous ne savez pas, je vous l'informe, que le syndicat a aussi composé, on a déjà bien avancé dans le chantier, d'écrire un thésaurus de l'immensité. Le thésaurus de l'immensité, donc c'est un mot un peu chic pour dire un glossaire, un lexique, avec tous les mots qui manquent pour dire l'immensité. Parce que les escapés ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Parce qu'eux sont dans la vie, les immenses sont dans la survie, et c'est très difficile d'imaginer ce que c'est que la survie. Et donc on a une soixantaine de mots, et par rapport au care, puisque c'est ça le sujet du jour, do we care about them? On a vu avec la pandémie que c'est, bah oui, on se rappelle qu'ils existent et puis on oublie. Et il y a un immense, qui est fou de mots, qui en a forgé et proposé, ça a été validé par le syndicat, qui a forgé ce mot magnifique de duplimence. En fait, il est arabophone et il m'a expliqué que c'est un calque d'un mot qui existe en arabe. Il a dit, mais c'est vraiment, ce mot est cool. Et duplimence, c'est donc les personnes duplices, un mot un peu compliqué pour vous, les jeunes qui m'écoutez, mais duplice, ça veut dire double, ambigu. Et donc, ça veut dire quoi? Il voulait dire qu'il y a des personnes qui, un jour, avec un immense, ou les immenses en général, sont super cool, sont empathiques, sont généreux, sont solidaires, vont donner 1 euro, ou je ne sais pas quoi. Et les mêmes peuvent, à un autre moment, peut-être même avec le même immense, ou d'autres, être incroyablement paternalistes, violents, exploitants, engager la personne pour 1 euro de l'heure, méprisants, racistes, et voilà. Et donc c'est la duplimencitude, ça on l'a pas encore inventé, est un beau
un bon signe, si ce mot appartient au thésaurus de l'immensité, c'est est-ce qu'on care about them? Ah ben, ça a l'air de osciller d'après l'humeur, voilà. La deuxième chose, et là c'est une critique plus radicale de la philosophie du care telle qu'elle est développée par Joan Tronto, c'est la baseline, c'est de dire est-ce que le care est une notion suffisamment politique? Et on a peut-être des doutes. Ce que nous avons fait il y a 10 jours, c'était le 22 octobre, à la VUB, c'est 2 ans de travail, nous avons fait l'université d'été des immenses, un immense travail. 2 fois ça a été reporté pour cause de Corona, ça a eu lieu finalement, c'était juste magique, un grand succès, un livre va sortir, vous pouvez déjà réserver les 15 €, ça va s'appeler Politique et Immensité, ça sort officieusement en juin et officiellement en octobre prochain. Pourquoi est-ce que je vous fais ce petit moment de publicité? Parce qu'un des 4 thèmes était la nécropolitique. C'est quoi la nécropolitique? C'est très compliqué, c'est nékros, nékros c'est la mort, vous connaissez Eros, Thanatos, Thanatos la mort, mais il y a 2 sortes de morts en grec, il y a le nékros et le Thanatos. Mais c'est quoi la nécropolitique? C'est un truc très compliqué inventé par des philosophes juste magistraux. La nécropolitique, en un mot très vulgarisé, c'est de dire, ok, on ne va pas vous tuer, mais on va vous faire payer ça, et on va vous rendre la vie presque invivable. Et ça, croyez-moi, les immenses, ils voient très bien ce qu'on veut dire. Rendre la vie invivable, on dirait que tout est fait pour ça, que tout est mis en place pour ça, que l'aide sociale, c'est ça, que beaucoup de politiques sociales, c'est ça, et donc, vent debout contre la nécropolitique. Et on a donc beaucoup travaillé, c'était passionnantissime, sur toutes les déclinaisons de la nécropolitique, que ce soit dans les lois sociales, mais les pratiques sociales, les travailleurs sociaux, et monsieur tout le monde aussi. Personne n'y échappe. Et pourquoi est-ce que j'en parle ici? Parce que il y a un des chapitres qui nous a beaucoup mobilisés sur la notion d'aide, aider. Et on dit on ne veut pas de l'aide, parce que aider c'est humiliant. On dit non, on veut activer un droit, mais tout est fait. Et je ne peux pas détailler ici parce que je n'ai pas assez le temps, parce que vous ne me laissez pas parler pendant 3 heures, de vous détailler tous les subtils dispositifs qui sont faits pour que quelqu'un qui vient activer un droit à quelque chose, on lui fait comprendre par 1001 petits signes, c'est parfois d'une subtilité, ça peut être un regard ou un petit soupir, que c'est bien parce que c'est lui, et qu'on est de bonne humeur, qu'on va lui faire la faveur de lui permettre d'accéder à ceci ou à cela. Et donc, should we care about them? Pas sûr. Parce que care, ah ben oui, on va s'occuper d'eux, on va prendre soin d'eux. On ne veut pas des soins, on veut des droits. Prendre soin d'eux, c'est déjà infantilisé. C'est déjà, je prends soin de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que tu as un problème. Et peut-être que je sais que tu as un problème dont tu n'es pas conscient. Et donc le problème que tu dis que tu as, moi je peux décréter que ce n'est pas vraiment un problème. Et donc je prends soin de toi, bah, comme une maman prend soin de son enfant. C'est ça l'infantilisation dans l'aide sociale. Et donc est-ce qu'on veut du care? Pas sûr du tout. En tout cas, on veut massivement problématiser toutes les 40 ans de philosophie de Joan Tronto. Troisième point, et là je dois m'excuser, je ne parle plus en tant que secrétaire humble et dévoué et bénévole du syndicat des immenses, mais en tant que co-directeur, toujours humble et dévoué et bénévole, du centre de jour d'Auschwitz, une grosse association maintenant, près de la gare du Midi, pour poser une autre question. To take care of them or to cure them, peut-être même from themselves. La question que là je prends, là je ne parle pas au nom du syndicat, je parle au nom du travailleur social. Il y a un sociologue français qui s'appelle Marc-Henri Soulet, on aimerait beaucoup l'inviter, qui a développé ce concept de travail social palliatif.
Palliatif, c'est pas que la mort. Hein. Palliatif, quelqu'un qui a de la leucémie, il est en soins palliatifs. C'est pas curable et il va être en soins palliatifs pendant 40 ans. Donc la palliatif, c'est toujours associé, voilà, ma grand-mère est en train de mourir, on passe aux soins palliatifs, on ne fait plus du cure, on fait du care et on fait du palliatif. Donc on va juste faire que ça se passe le moins mal possible, mais on va arrêter de donner des vitamines et des médicaments pour guérir, parce que la guérison est hors de l'horizon. Et est-ce que dans le travail social, il n'y a pas ça aussi qui est à l'œuvre? Et peut-être que là, ce serait intéressant de faire une conférence un jour là-dessus. C'est à quel moment l'assistance sociale est dans du care ou du cure. Il y a un moment où faire du cure, ce serait d'une violence insupportable. Où il ne faut pas. À un moment, il faut arrêter. Il faut d'abord jamais espérer pour l'autre. C'est l'autre qui espère quelque chose ou pas. On ne peut pas espérer à sa place. Et il y a un moment où il faut arrêter d'espérer parce que d'abord, c'est très violent d'espérer. Ça, c'est un truc que les immenses nous apprennent. Parce qu'espérer, garder espoir, rester optimiste, se battre, ça suppose une énergie que tous n'ont pas. Il vaut mieux dire je baisse les bras. Parce que espérer et avoir 99 chances sur 100 de ne pas y arriver, c'est juste épuisant. Je reprends ma casquette de secrétaire humble, dévoué et épuisé et bénévole du syndicat des immenses. Et le petit, toujours à l'adresse de Johan Tronto, c'est Shall we agree, Johan Tronto? I'm afraid not. Donc, Johan Tronto est contre le capitalisme. Ouais, bon, on peut comprendre, c'est à la mode. Enfin non, c'est pas très sérieux cette phrase. Je la retire. Mais elle dit, je suis contre le capitalisme qui privilégie les désirs sur les besoins. Ce qu'elle n'aime pas dans le capitalisme, entre autres choses. Ça fait 40 ans qu'elle nous explique pourquoi il y a un problème, c'est très bien. Mais elle dit cette phrase, le capitalisme c'est pas cool parce que ça privilégie les désirs sur les besoins. On voit bien ce à quoi elle fait allusion. Mais, pour nous, au syndicat, c'est la nécropolitique qui privilégie les besoins sur les désirs. Et ça s'appelle l'animalisation des immenses. C'est-à-dire, on va réduire les immenses à des animaux qui ont certains besoins. Où est-ce que je peux manger? Où est-ce que je peux chier? Où est-ce que je peux dormir? Et puis voilà, on a fait le job. Et ça s'appelle l'urgence. Dans le domaine du sans-abrisme bruxellois, ça s'appelle l'urgence. Ben voilà. Il y a des choses catastrophiques, comme la SBL que j'ai cofondée, Douche Flux, qui permet plein de choses, dont des douches. Mais voilà, peut-être que c'est juste la mauvaise idée. Peut-être qu'on est dans cette logique de rendre la survie la moins inhumaine possible, mais c'est la vie qu'on veut. On ne veut pas réduire les personnes à des besoins à satisfaire, mais ce qui fait la qualité de la vie pour tout le monde, c'est les désirs, les rêves, les projets. Donc, Madame Tronto, les syndicats des immenses vous disent non, on n'est pas d'accord. On veut des désirs, des rêves, des projets, et pas être réduit à un morceau de chair qui a des besoins. J'ai commis une faute. Vous m'accordez encore 3 minutes? J'ai commis une faute. Je viens de dire sans-abrisme. Et je vous prie de m'excuser, je vais me rattraper et j'en profite puisque ça tourne toujours. On fait très attention aux mots au syndicat des immenses. Et donc, je vous ai déjà appris qu'on dit plus sans-abri, on dit immense. Et maintenant, on va encore plus loin sur cette question-là, très importante politiquement. On ne dit plus sans-abrisme, on dit sans-chez-soirisme. D'ailleurs, quand on dit, c'est quoi les noms, les chiffres du sans-abrisme à Bruxelles, il y a 2 chiffres qui sortent. Il y a à peu près 750 et puis il y a à peu près 5313. Et c'est quoi ces 2 chiffres? C'est quoi? En fait, les premiers, c'était sans-abri au sens strict, qui n'ont pas d'abri au-dessus de leur tête. Et les autres, ils sont au SAMU social, dans des hébergements d'urgence, ils sont dans des maisons d'accueil, ils sont chez un copain sur un sofa, ils sont dans un hôtel,
ils sont dans un squat, ils sont dans une occupation. Le point commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas de chez soi. Donc il faut arrêter de dire on lutte pour la fin du sans-chez-soirisme, pas pour la fin du sans-abrisme. Il faut que chacun ait accès à un chez-soi. Et là, la chose la plus importante arrive, dans ce temps supplémentaire que vous m'offrez magnifiquement. Le syndicat des immenses et le mouvement citoyen et associatif militant Droit à Toi sont vent debout contre l'idée, et pour nous c'est le combat le plus important, l'idée que le sans-chez-soirisme serait une fatalité. Et notre combat tient donc en une phrase, le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité. Le sans-chez-soirisme diminue dans un seul pays d'Europe, il augmente partout, dans tous les pays d'Europe, sauf dans un, en Finlande, où là ils ont pris des mesures radicales, à commencer par fermer tous les centres de jour, genre 12 flux, ok on ferme tout ça, pour ne pas installer les gens dans la survie, et en plus ce sera sans doute moins cher, qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait plus de personnes qui tombent à la rue, et que si par malheur une personne est à la rue, de la remettre tout de suite dans un logement. Ça risque, et il y a une étude qui va commencer en janvier, financée par d'ULBA, des économistes de l'ULB, qui vont sans doute démontrer que ça coûterait en plus moins cher, parce que ça coûte une blinde de maintenir dans la survie ces personnes. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ça coûte une blinde. Parce que si vous et moi, vous tombez à la rue, c'est comme un camp scout, c'est comme un trekking, c'est de la survie, un survival exercise, etc. Tandis que les vraies personnes qui tombent par malheur à la rue, si elles tombent à la rue, c'est que tous les filets de sécurité que j'espère, vous qui m'écoutez, vous avez, à savoir de l'argent, de la santé, des formations, des amis, une famille, des contacts, que tout ça existe. Au moins un de ces filets-là. Si vous tombez à la rue, c'est que tous ces filets-là n'ont pas marché. Ça veut dire que vous êtes d'une fragilité dingue, et donc ça va pas être un chouette camp scout qui commence. Vous allez vous désocialiser, vous déconnecter, apprendre des habitudes pas cool, vous installer des réflexes de survie qui risquent de se retourner contre vous à terme, vous permettent de passer la journée, mais peuvent se retourner contre vous à terme. Et bref, pour remettre ces personnes, après des années dans un logement, des années d'errance et de rue, ça coûte une blinde. Pourquoi? Parce que les remettre dans la rue, si vous ne faites rien, il ressort après 24 heures. C'est une prison, il a perdu ses amis, il a perdu son argent, c'est l'horreur. Donc, il faut un encadrement social massif pour que les personnes qu'on remet en rue avec un gros accompagnement restent dans les logements. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un programme qui s'appelle le Housing First, qui vient des États-Unis et qui dit bien ce qu'il veut dire, à savoir de manière inconditionnelle, évidemment pourvu qu'on ait un revenu, sinon ça ne marche pas. On met les gens avec leur accord dans un logement et pour des raisons politiques et surtout financières, on a décidé, en Belgique et à Bruxelles, de limiter le Housing First aux personnes qui ont un double diagnostic, à savoir une assuétude, alcool, drogue, médicaments, et un problème de santé mentale. En gros, les gens qui ne vont plus chez Doflux, qui sont, on ne sait plus ce qu'on peut en faire. Eh bien, tenez-vous bien, il y a plus de 90% de succès. Donc la démonstration est faite. Si ça marche avec les cas les plus désespérés, ben, ça va marcher pour tout le monde. Donc il faut faire du Housing First pour tout le monde. Et tout est résolu. Mais, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que nous croyons tous qu'il y aura toujours des gens à la rue. Et si on croit qu'il y aura toujours des gens à la rue, que c'est une fatalité, qu'est-ce qu'on fait avec ces pauvres gens? Et la première phrase du travailleur social, ça va être de dire « Ah, mais t'as pas eu de chance, hein ?» Au lieu de dire « C'est inacceptable que vous soyez là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et parce que si on croit qu'il y aura toujours des gens à la rue,
Ah bah oui, il y a toujours il y a un jour un citoyen qui dit bah oui, il faut faire 12 trucs ça, parce qu'il n'y a pas assez de douches à Bruxelles, et puis il n'y a pas assez de restaurants, et puis il n'y a pas assez de ceci, et puis après il n'y a pas assez de cela. Et donc on va tout faire pour, ah bah oui, puisqu'il y en aura toujours, on va dépenser une énergie, un argent, une mobilisation citoyenne énorme pour que, bah, puisqu'il y en aura toujours, bah, on ne va pas les oublier, on a un bon fond, on est solidaire, on est, voilà, bah, pour que leur survie soit la moins catastrophique possible. Et donc on a tous les mauvais réflexes. Tous les mauvais réflexes. Et en plus, à Bruxelles, je peux vous le dire, je ne sais pas ailleurs, ça s'appelle l'urgence. Et l'urgence, c'est tous ces dispositifs qui ont comme but de pouvoir passer d'une nuit, d'un jour à l'autre. Et donc, beaucoup est mis dans l'urgence. Les politiques commencent à comprendre qu'il ne faut bien sûr pas abandonner ceux qui sont aujourd'hui à la rue, mais que l'essentiel pour l'avenir est de tout faire, et je peux vous dire que ce n'est pas le cas, pour que les gens ne tombent pas à la rue. Parce que le sans-abri, c'est quoi? C'est le secteur poubelle de tous les ratés de tous les autres secteurs. Les violences conjugales, l'endettement, les MENA, les faillites, la santé mentale, les violences conjugales, j'en passe, il y a une quinzaine de causes. Et les prisons, etc. Tout ça n'est pas, rien n'est fait, ou en tout cas pas du tout assez est fait, pour que lorsque dans ces secteurs que j'ai nommés, et il y en a d'autres, on se dit, ah, monsieur ou madame est peut-être à la rue dans une semaine, ben, il faut mettre tous les signaux d'alerte en place, mettre tous les dispositifs pour que ça ne se passe pas, et que si ça se passe, on puisse retrouver la personne, et tac, 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 c'est pas en place. Et l'autre chose qui manque, et ça c'est absolument criminel, c'est le manque de logements à loyer abordable. Les travailleurs sociaux font un travail magnifique, colossal, et je vous assure qu'il faut un système nerveux à très rude épreuve pour travailler avec les immenses. La personne a retrouvé ses papiers, a retrouvé sa mutuelle, a retrouvé une adresse de référence, a retrouvé un revenu, et puis on se retrouve sur une web. Et les prix sont exorbitants. Et je terminerai par un truc vraiment pas cool. Nous sommes passés hier devant la justice de paix, ici le syndicat des immenses, parce que nous squattons. On a voulu avoir un contrat d'occupation précaire avec des logements sociaux à Woluwe-Saint-Lambert, qui sont, tenez-vous bien, à l'abandon depuis 10 ans, des logements sociaux. Il y a 45 000 personnes qui sont éligibles aux logements sociaux qui attendent. Le temps d'attente, il y a 10 ans, était de 10 ans. Maintenant, il est de 16, 17 ans. Donc vous arrivez là, vous dites, voilà, j'ai 2 jeunes enfants, je voudrais un logement, j'ai très peu de revenus, donc je suis éligible, j'ai les critères. Eh bien, vous allez avoir peut-être ce logement, statistiquement, dans 16 ans. Donc vos enfants sont déjà peut-être partis, et donc vous allez peut-être recevoir dans 16 ans un truc qui ne vous convient plus du tout, parce que vous êtes seul, par exemple. Donc ça n'a aucun sens. Et donc on a investi, le syndicat, des logements sociaux. Sociaux, je dis bien, c'est pas une banque méchante et tout, c'est des logements sociaux qui sont habitables. On en a fait, on les a transformés en musées des logements sociaux à l'abandon depuis 10 ans. Sur simple demande, vous pouvez les visiter. C'est rue de l'Activité 24. Toute la moitié de la rue d'Activité à Woluwe-Saint-Lambert dans le même cas. À la rue de la Roche-Fatale, c'est la même chose. De nouveau, des immenses bâtiments qui sont promis à la démolition alors qu'ils sont habitables. Bien sûr, après 10 ans, il faut juste refaire l'eau, le gaz et l'électricité, comme dans toutes les vieilles maisons qu'on rachète. Et bien là, c'est le même cas. C'est absolument, et ils vont tout détruire. Et last but not least, donc on aura la décision du juge le 24 novembre. Mais même pour des raisons humanitaires, nous avons demandé à la CISP, donc la Société de logements sociaux de Woluwe-Saint-Lambert, qui s'appelle l'habitation moderne, et au bourgmestre, qui est le vrai chef de l'habitation moderne, tout le monde, c'est un secret de polichinelle, on lui a dit, ok, vous avez été avec des huissiers, l'avocat, pas de chance pour vous, on a gagné 6 mois dans ce squat que vous refusez de transformer en occupation précaire. Voilà, le jugement a été reporté au 27 octobre. Alors on lui a écrit, pour des raisons humanitaires, est-ce que vous voulez juste brancher l'eau? Et on a mis des photos, ils sont à la récolte d'eau de pluie. Pas de réponse. Donc vous voyez, on va arrêter là. Le message final, care, c'est chouette, dans un monde où on est tous ensemble. Pour le vivre ensemble, c'est bien.
Mais ça suppose un nous, qui ne correspond pas au vécu politico-existentiel de beaucoup d'immenses, qui disent il y a nous puis il y a eux. Ils sont dans la survie, dans le